bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir une toute nouvelle histoire. Installez-vous confortablement. Géini à Umadada. Les gens disent qu'il y eut autrefois une femme qui pouvait se tenir au milieu d'une foule tout en restant invisible, car elle n'était ni un fantôme ni folle, mais simplement oubliée. Et ceci est l'histoire de la naissance de deux jumelles le même jour et comment une seule d'entre elles finit par subsister. Umadada était le genre de village où tout le monde connaissait votre nom avant même que vous ne sachiez le prononcer correctement, et où l'on vous accueillait avec des sourires tandis que les opinions restaient coincées derrière les dents comme des pierres. C'était un village de terre rouge, de vastes fermes, de feux de soirée et d'anciens dont les paroles pesaient lourd même lorsqu'elle était imprudente. C'est là que vivait Mama Ajiro, une femme connue pour tenir sa maison d'une main ferme, même quand la vie oppressait de toutes parts. Lorsqu'elle tomba enceinte, le village la surveilla comme un pot sur le feu. Certains priaient pour elle. D'autres attendaient simplement que les commérages grandissent. La nuit où Mama fut prise des douleurs de l'enfantement, une pluie fine tomba. Pas le genre de pluie qui disperse, mais celle qui rend la nuit calme et solennelle. Les femmes se rassemblèrent. La sage-femme arriva et, avant l'aube, Mama Ajiro mit au monde deux petites filles jumelles. À Umadada, les jumeaux n'étaient pas chose ordinaire. Certains croyaient qu'il apportait des bénédictions. D'autres pensaient qu'il transportait des mystères avec lesquels il ne fallait jamais plaisanter. Le premier bébé sortit petit et svelte, avec un cri vigoureux, et les femmes présentes dans la pièce hochèrent la tête de satisfaction comme si l'enfant avait déjà fait ses preuves. Le second bébé sortit plus lourd, avec des joues plus pleines et un corps qui semblait avoir été retenu un peu plus longtemps par l'utérus. Elle était en bonne santé, mais elle était différente d'une manière que le village ne pouvait ignorer. Les noms furent donnés après le 8e jour, lorsque les anciens s'assirent devant la concession de Mama Ajiro et prononcèrent des prières sur les enfants. La jumelle la plus mince fut nommée Hugo et la plus lourde fut nommée Véronica. Au début, Mama Jiro essaya de les élever comme un seul cœur dans deux corps. Elle les habillait de la même façon, les nourrissait dans le même plat et les faisait dormir côte à côte. Mais Umadada avait ses propres habitudes, et l'une d'elles consistait à comparer les gens jusqu'à ce que la comparaison devienne une malédiction. Les visiteurs portaient Hugo et louaient son visage, puis regardaient Véronica comme si elle avait besoin d'excuses pour exister. Les femmes riaient en disant que c'était un jeu. Les hommes hochaient la tête en disant que c'était la vérité. Et les enfants répétaient tout ce qu'ils entendaient. Car c'est ainsi que la cruauté villageoise apprenait à marcher. Mama Ajiro le remarqua tôt et cela l'inquiéta. Elle reprenait les gens avec douceur, puis avec fermeté. Mais chaque correction ne faisait que les faire rire plus fort, comme si la gentillesse était une faiblesse. Pourtant, Véronica grandit avec une patience tranquille qui surprit même sa mère. Elle ne se battait pas pour attirer l'attention. Elle ne suppliait pas pour obtenir l'approbation. Elle se contentait d'écouter, de regarder et d'apprendre la nature des gens. Hugo, de son côté, devint le genre de fille qui remarquait le pouvoir des éloges et commençait à l'apprécier. Alors que les jumelles entraient dans l'adolescence, Umadada ne se contentait plus de les regarder grandir. Umadada décidait, sans la permission de personne, qui méritait l'amour et qui méritait le ridicule. Et cette décision allait bientôt ouvrir une porte que personne ne saurait refermer. À mesure que les jumelles grandissaient, la différence entre elles devint moins une question de corps qu'une question de traitement de la part du village. Hugo comprit tôt que l'admiration pouvait être collectionnée comme des bijoux, et elle la portait fièrement. Lorsqu'elle traversait la place du marché, les femmes l'appelaient « jolie fille » et demandaient des nouvelles de sa mère. Les hommes la saluaient avec un respect démesuré, et même les plus jeunes enfants s'écartaient pour elle comme si elle était déjà importante. Hugo acceptait tout cela avec un sourire qui paraissait doux à l'extérieur mais cachait une arrogance tranquille. Elle commença à s'exprimer comme si le village lui devait le meilleur de chaque chose. Et comme les gens avaient déjà l'habitude de la louer, personne ne la corrigea assez vite. L'expérience de Véronica était tout le contraire. Elle pouvait accomplir le même travail, porter la même eau et être tout de même traitée comme une pensée après coup. Même lorsqu'elle était bien habillée, même lorsque ses cheveux étaient soigneusement coiffés, même lorsqu'elle souriait, le village la voyait à travers l'unique détail sur lequel ils avaient choisi de se focaliser, et ils se comportaient comme si elle avait de la chance d'être simplement tolérée. Certains faisaient des plaisanteries à voix haute devant elle puis riaient à nouveau lorsqu'elle ne répondait pas. D'autres le faisaient discrètement, de cette façon dont les chuchotements peuvent blesser plus profondément que les cris. Avec le temps, Véronica apprit que réagir offrait plus de divertissement aux gens. Elle commença donc à se protéger par le calme. Elle répondait poliment aux salutations, faisait ses corvées et passait son chemin.
Mais ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la survie. Hugo n'arrangeait pas les choses. Cela commença par de petites moqueries à la maison, le genre de pique que les frères et sœurs s'envoient. Mais cela ne resta pas anodin longtemps. Si Véronica apportait un nouveau pagne, Hugo commentait qu'il avait l'air distendu. Si Véronica se joignait au rire d'autres filles, Hugo demandait à voix haute ce qui la faisait rire, comme si elle n'avait aucun droit à la joie. Si des garçons s'approchaient, Hugo s'assurait que Véronica se tienne derrière elle et non à ses côtés. Le plus cruel était qu'Hugo faisait ses remarques sur un ton enjoué, de sorte que quiconque la défiait était accusé de manquer d'humour. Mama Hajiro essayait de la reprendre, mais Hugo était habile. Elle s'excusait du bout des lèvres et poursuivait son manège. Un après-midi, lors d'un rassemblement au village, un groupe de jeunes hommes discutait du mariage comme s'il s'agissait d'un jeu. Quelqu'un mentionna qu'Hugo serait marié à un homme riche et tous s'accordèrent rapidement. Puis un garçon, cherchant à impressionner les autres, se tourna vers Véronica et s'esclaffa qu'aucun homme ne porterait une telle charge. Le rire qui suivit fut lourd et sans gêne, et même certaines femmes se joignirent à eux, feignant de croire qu'il ne s'agissait que de taquinerie. Véronica resta là, les mains jointes, écoutant l'insulte l'éclabousser. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle détourna simplement le regard et rentra lentement chez elle. Le silence qu'elle portait ce jour-là n'était pas vide. Il était rempli de choses qu'elle ne pouvait dire tout haut. Ce soir-là, Mama Hajiro la trouva assise seule derrière la maison, fixant les arbres là où le sentier du village se rétrécit et disparaît. Véronica ressemblait à une jeune fille qui avait trop accepté, et le cœur de Mama Hajiro se serra. Car une mère sait quand son enfant avale la douleur comme de la nourriture. Elle serra Véronica contre elle et lui dit qu'Umadada ne la définissait pas. Véronica hocha la tête. Mais ses yeux disaient autre chose, quelque chose de plus profond. C'était le regard de quelqu'un qui commençait à se demander si la vie récompenserait un jour la patience ou si la patience n'était qu'une autre façon de souffrir poliment. Et tandis que le village continuait de louer la beauté d'Hugo, ils ne remarquèrent pas les changements silencieux en Véronica. Des changements qui expliqueraient plus tard pourquoi l'impossible l'avait choisie, elle et non celle qui croyait tout mériter. Le jour de marché qui changea tout ne commença ni par le tonnerre ni par des signes spirituels. Il commença comme n'importe quel autre jour de marché à Umadada, avec les femmes étalant leurs marchandises sur des nattes, les commerçants criant les prix, la fumée s'élevant du maïs grillé et les enfants courant entre les jambes comme s'ils possédaient la terre. Le jour de marché n'était pas seulement fait pour acheter et vendre. C'était aussi le moment où le village se mesurait, où les gens comparaient les vêtements, les familles, les progrès et utilisaient les ragots comme divertissement. Mama envoya les deux filles au marché pour l'aider à vendre des légumes séchés et de l'huile de palme. Et comme d'habitude, Hugo marchait devant comme si la présence de Véronica derrière elle n'était qu'une ombre. Véronica portait la charge la plus lourde sans se plaindre. Elle saluait les clients avec un doux respect qui faisait hocher la tête des femmes plus âgées en signe d'approbation, et elle disposait les marchandises avec soin, veillant à ne rien gaspiller. Hugo, cependant, se souciait davantage de son apparence pendant le travail. Elle riait fort avec ses amis, acceptait les compliments comme une reine recevant l'hommage et lançait occasionnellement de petites insultes à Véronica, surtout lorsqu'elle remarquait que des garçons regardaient. À un moment donné, une femme âgée demanda une mesure d'huile de palme à Véronica, qui la servit poliment. La femme la remercia puis ajouta, presque comme une réflexion après coup, que sa gentillesse était trop pour une fille comme elle. C'était dit comme un conseil, mais cela portait le poison familier du Madada, la conviction que certaines personnes ne méritaient pas certaines vertus. Plus tard dans la journée, alors que le soleil montait et que les gens commençaient à se plaindre de la chaleur, un mouvement étrange parcourut le marché. Ce ne fut pas dramatique au début. Quelques commerçants levèrent les yeux, puis se turent, puis se redressèrent comme si quelqu'un d'important approchait. Les femmes ajustèrent rapidement leurs pagnes et même les jeunes hommes, d'ordinaire bruyants, se mirent à se comporter avec une maturité forcée. C'est alors que Véronica le vit, non pas parce que quelqu'un l'avait annoncé, mais parce que l'air autour de lui semblait changer. Il n'arriva pas avec une armée ou en faisant du théâtre. Il arriva avec 2 serviteurs et une confiance calme qui incitait les gens à s'écarter sans qu'on leur demande. C'était un jeune homme vêtu simplement mais richement, le genre de richesse qui n'attendait pas l'attention. Ses yeux parcouraient le marché comme quelqu'un cherchant quelque chose de précis, et non comme quelqu'un admirant ce qu'il pourrait acheter. Les gens chuchotèrent rapidement, « Le prince !» Certains disaient qu'il était parti depuis longtemps, d'autres qu'il voyageait avec les anciens et avait appris des choses que les hommes ordinaires ne devraient pas savoir. D'autres encore disaient qu'il ne choisissait pas ses amis facilement. Mais tout le monde s'accordait sur une chose.
sa présence n'était pas fortuite. Hugo le remarqua aussi et toute sa posture changea. Elle replaça ses cheveux, adoucit son sourire et commença à se comporter comme une jeune fille prête pour son destin. Elle poussa Véronica pour qu'elle se tienne plus en retrait, presque comme si la proximité de sa sœur pouvait réduire ses propres chances. Véronica obéit sans discuter, car c'était ce qu'elle avait appris à Humadada, s'effacer pour éviter une honte inutile. Mais ce qui arriva ensuite fut la première fissure dans tout ce que le village croyait. Le prince ne regarda pas Hugo comme les hommes le faisaient habituellement. Il ne marqua même pas de pause près d'elle. Son regard passa sur elle comme si elle faisait partie de l'air du marché. Au lieu de cela, ses yeux se posèrent sur Véronica sans pitié, sans surprise, mais avec reconnaissance, comme quelqu'un qui cherchait un visage entrevu dans un rêve à demi oublié. Véronica, confuse, baissa les yeux respectueusement, s'attendant à ce qu'il passe, mais il ne le fit pas. Il s'approcha et le marché s'enfonça dans le silence. Puis, d'une voix assez calme pour paraître ordinaire mais assez ferme pour commander l'attention, il salua Véronica directement et lui demanda son nom. La question seule résonna comme une insulte pour Hugo, car à Humadada, la beauté recevait généralement les premières salutations. Véronica répondit doucement et le prince hocha la tête comme s'il confirmait quelque chose. Les villageois regardaient, attendant un rire, attendant que le prince se corrige, attendant que l'ordre normal des choses revienne. Mais l'ordre ne revint pas. Au contraire, le prince sourit légèrement comme si l'histoire qu'il était venu chercher venait d'ouvrir sa première page. Et à cet instant, les yeux d'Hugo se durcirent, car rien ne blesse autant que d'être ignoré devant les gens qui vous ont toujours loué.